Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Espoir et Dignité TV pour une édition spéciale de notre live YouTube, Instagram, Facebook et Twitch. Ce soir, une émission exceptionnelle à un moment critique pour notre monde, pour l'humanité. La planète est secouée par des conflits d'une intensité inédite depuis des décennies. La guerre en Ukraine, la guerre contre Gaza et maintenant une escalade sans précédent entre Israël et l'Iran. Pour décrypter ces tensions internationales, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir deux invités de marque, le colonel Boris Choré, expert militaire, analyste géostratège, et notre cher ami, notre expert aussi, François Martin, analyste géopolitique et essayiste. Ensemble, nous allons tenter avec nos invités de comprendre les enjeux, les conséquences et peut-être aussi les chemins vers la paix, comme insiste toujours notre cher ami, le colonel Boris Choré. Merci infiniment, colonel Boris Choré, et merci infiniment, François Martin, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, cher ami. Merci J'espère beaucoup. qu'on va faire du bon travail. Merci beaucoup. À tous les deux, quelle est votre lecture générale de la situation actuelle sur la scène internationale? Vivons-nous un basculement vers une guerre mondiale par morceaux, comme certains l'affirment? Allez-y, mon colonel. Martin veut commencer. Pardon? Alors, non, moi je suis très pessimiste pour ce qui est de la Suisse, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je reste encore avec quelque espoir concernant la situation actuelle, parce qu'il y a des tensions au sein des États-Unis, vous l'aurez remarqué, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire ou à le penser. On a toujours les va-t-en-guerre qui sont là, c'est-à-dire les néoconservateurs qui sont plutôt dans le camp démocrate, dans le camp des républicains toujours actuels, on a des gens qui préféreraient que l'on pense d'abord à l'Amérique. Je pense notamment au colonel McGregor qui connaît la situation tant en Ukraine qu'au Moyen-Orient encore mieux que moi. Il connaît encore aussi les arcanes américaines, mais je pense qu'il y a de grandes tensions entre les uns et les autres. Et c'est tout ce qui va advenir dépendra justement de ces tensions d'un côté et de l'autre. Moi, je pense que si les États-Unis restent encore à l'écart, c'est encore une chance, on éviterait un conflit plus important. Par contre, si les États-Unis veulent se mêler à ceci, il ne faut pas oublier que l'armée américaine de 2025 n'est de loin plus l'armée américaine de 2003, c'est mon avis personnel. Et puis on aurait alors un axe New Delhi, Moscou, Pékin, qui serait fâcheux. Je ne pense pas qu'il y aurait encore des tensions, puisque selon moi, la Chine, elle attend 2049, son grand moment de gloire, c'est-à-dire les 100 ans de la République populaire de Chine. Et avant, elle tient encore à phagocyter Taïwan parce qu'elle aura besoin d'éléments importants pour sa technologie. Alors, je pense qu'elle attend, elle fait traîner un peu les choses, mais il ne faudrait pas qu'on la brusque un peu trop, cette Chine. Voilà. Donc, je garde encore quelques espoirs. Merci, mon colonel. François Martin, sommes-nous face à une guerre ouverte entre Israël et l'Iran? Non, je ne pense pas. Je vais dire ça de façon un peu paradoxale, mais on a indiqué deux raisons principales. La raison première, c'est pour éviter que l'Iran n'atteigne un seuil critique sur le plan de la technologie militaire atomique. Et la deuxième, c'est le changement de régime en Iran.
Et ces deux raisons me semblent tout à fait fallacieuses. La première, c'est parce que la CIA elle-même et les services secrets américains et le gouvernement américain ont indiqué en mars, pas plus tard qu'en mars, le fait que l'Iran n'avait aucun programme, disons, n'était pas susceptible d'obtenir la bombe atomique. Ensuite, la déclaration de l'AIEA, en qui j'ai une confiance toute relative, vu la façon dont je l'ai vu se comporter à Zaporizhia, à Raphaël Grossi, et je dirais une magnifique anguille, mais en aucun cas quelqu'un de fiable, a dit oui, mais ils ne sont pas loin d'avoir la bombe ou quelque chose comme ça, mais ça ne veut rien dire. Ils ne sont pas loin, ça veut dire quoi? S'ils ont 60% d'enregistrement et qu'ils ne dépassent pas les 60, ils ne sont pas loin et en même temps, ils n'y sont pas du tout. Donc, cette accusation du danger de l'Iran est fabriquée. L'autre danger, le régime change, et je dirais est aussi fabriqué parce que l'Iran a ceci de particulier, c'est que c'est une structure politique à 3 couches. C'est-à-dire, il y a le président de la République et la partie, je dirais, démocratique, il y a le Conseil des Mollahs et il y a les Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Et on dit que c'est une république des Mollahs. Mais en fait, si on réfléchit un peu, moi je dirais plutôt que c'est un régime des Pasdaran. Parce que l'élément fort, en fait, les Mollahs sont une caution, je dirais, politico-diplomatique, mais le véritable régime, c'est les gardiens de la Révolution, parce qu'ils ont le pouvoir militaire d'une part, c'est eux qui ont construit la tenaille avec les Houthis d'un côté et dont Israël n'a pas fini de se débarrasser, et le Hezbollah de l'autre. C'est eux qui ont construit, enfin c'est Qassem Soleimani. Ce sont des gens qui fonctionnent en réseau total et même en parentèle, puisque la fille du second de Nasrallah était marié, ou le fils était marié à la fille de Soleimani. Donc, c'est des gens qui se remplacent très facilement. On en a tué 5 ou 6. Et je remarque que de tous ceux qui sont morts ces derniers temps, ce sont tous des militaires et ce ne sont pas des mollahs. Donc, je subodore, moi, qu'il existe dans ce système très particulier des Iraniens, en fait, une alliance entre deux forces qui se combattent et qui en même temps s'entraident. Alors, quand elles s'entraident, ça donne des bons résultats. Quand elles se combattent, je pense que ça amène quelques trahisons et comme par hasard, le numéro de portable de certains des chefs pour que le Mossad les zigouille au passage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait un changement de régime, c'est clair que ça serait les Pasdaran qui prendraient le pouvoir. Et donc, ça serait bien pire pour le monde parce que ce sont eux qui se sont construits pendant les 10 ans de la guerre en Irak, sur le plan militaire où ils ont fini par vaincre l'Irak, et sur le plan économique, à l'époque, je vendais du lait à la Turquie, et la Turquie vendait aux deux belligérants, à l'Iran et à l'Irak. Et les Iraniens ce sont les Pasdaran qui dirigeaient le système d'approvisionnement et qui le dirigent toujours depuis les élections, et ce sont les patrons de tout le système économique et de tout le système, je dirais, de détournement des aides et des trucs comme ça, et du système mafieux. Donc, c'est eux le régime en réalité, à mon avis. Donc, si Netanyahou faisait sauter le régime, il sait bien qu'il aurait pire en face de lui que le régime actuel. Il le sait parfaitement. Et je pense que c'est pour ça qu'il cherche à le faire. Parce que de même qu'il a poussé il a poussé à l'époque je dirais, le régime israélien a financé je rappelle, a financé les Gazaouis, le Hamas, à hauteur de 35 millions de dollars par mois, qui étaient amenés par les voitures de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza pour le livrer au consulat du Qatar de Gaza pour que ça soit redistribué aux Gazaouis pour qu'ils fabriquent des tunnels, des armes et des trucs comme ça, pour embêter le Fatah. C'est à ça que ça devait servir. Donc, Netanyahou a la politique systématique d'essayer d'avoir son pire ennemi en face de lui parce que ça lui permet de justifier une politique
d'attaque, etc. Donc, à mon avis, cette raison-là, c'est une raison aussi fallacieuse. La vraie raison pour moi, c'est que Netanyahou a eu excessivement peur, et je le comprends très bien, de se faire enfermer dans une poche diplomatique par un accord entre Trump et l'Iran, comme exactement Trump l'a fait par un accord direct avec Poutine, où maintenant, dès que y en a un qui a un problème, l'autre l'appelle et ils se parlent pendant 2 heures. Donc, la première phase pour la trahison de ces proxys, aussi bien en Ukraine qu'en Israël, c'est de passer un accord direct avec leurs ennemis. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que Trump a fait en Ukraine, avec l'Iran, avec la Russie, et c'est évidemment ce qu'il était en train de construire avec l'Iran de la même façon. Donc, Netanyahou a senti que c'était un danger totalement existentiel. Il a brisé quelque part, avec l'appui des néoconservateurs derrière, cet enfermement que Trump était en train de construire contre lui. Donc, je dirais que ce qu'on voit, ce n'est pas une guerre en fait de l'Iran, pour répondre à ta question, Monsel Abdel-Jalil, contre Israël ou d'Israël contre l'Iran, c'est la traduction locale d'une guerre intestine entre les néoconservateurs et entre les colombes et les faucons, je dirais, aux États-Unis. Et cette guerre n'est pas réglée parce que Trump n'a pas suffisamment de pouvoir pour faire le ménage chez lui. C'est ça le problème. S'il avait été à la tête, s'il tenait ses troupes aux États-Unis et qu'il avait flanqué une déculottée suffisante aux néocons pour qu'ils ne réagissent pas, il aurait déjà trahi Bibi en lui disant il n'y a plus d'argent et la guerre aurait été terminée et il lui aurait dit tu n'y vas pas et il n'y serait pas allé. Or là, il lui a dit tu n'y vas pas et il y va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre américaine contre Trump, elle bat son plein aujourd'hui. Et Trump a perdu une bataille et Trump a perdu la face. Et comme il est malin, il fait semblant d'être en accord avec ceux qui le battent actuellement dans son propre camp ou dans le camp démocrate parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais je pense qu'il n'approuve pas fondamentalement au sein de lui-même parce que sinon, ça veut dire que toute sa politique qu'il a essayé de construire avec son voyage au Moyen-Orient, les 600 milliards de dollars que Ben Salman a promis d'investir, le Qatar, le cadeau de l'avion, etc., etc. Moi, je suis un homme de paix, je vais arrêter les guerres et je vais dire à mes oligarques, venez avec moi, le gros os que je vous donnerai à ronger, les bénéfices de la guerre seront bien supérieurs pour vous, les bénéfices de la paix seront plus importants que les bénéfices de la guerre. Aujourd'hui, sa politique, s'il poursuit et qu'il rentre dans la danse, je dirais que son image est foutue, son pouvoir est foutu, il n'a plus qu'à attendre de se faire virer et il se trouvera contre lui avec tous ses ennemis qui lui diront tu as tort d'avoir essayé de changer le système qui marche si bien, le système de domination américain, et ses amis qui lui diront tu es un loser, tu n'as pas réussi. Donc, il se fera prendre en tenaille entre ses amis et ses ennemis. Donc, moi, je pense depuis un moment qu'il attend le moment favorable, mais que sa seule porte de sortie, c'est à un moment donné de prendre le leadership, comme je dis, de prendre l'épée d'Alexandre et de trancher les deux nœuds gordiens, celui du financement de l'Ukraine et celui du financement d'Israël. Celui du financement de l'Ukraine, il a commencé à le couper. Celui du financement d'Israël, aujourd'hui, il considère qu'il n'a pas, la force pour le faire. Donc, voilà comment j'analyse les choses. Donc, c'est ni un regime change qui est bidon, ni une menace qui est tout aussi bidon. C'est simplement une querelle américano-américaine. Voilà, dont on voit le résultat sur le terrain. Merci François. Voilà. Colonel Choré, oui. Au niveau technique, est-ce que d'après vous, l'armée israélienne est-elle
est-elle en capacité de mener plusieurs fronts à la fois? Non, je connais pas d'armée qui soit capable de combattre sur plusieurs fronts. On a vu l'Allemagne, je crois que c'est le meilleur exemple, devoir lutter sur le front occidental et sur le front oriental. On a vu comment ça s'est terminé. Une armée, c'est un groupe de personnes qui a besoin d'objectifs clairs. Et si on lui dit qu'il faut battre des deux côtés, diviser, c'est régner. Donc, je pense que si cette armée doit lutter sur 2 fronts ou sur 3 fronts, ce n'est pas possible. Parce qu'on a besoin il y a un principe au combat qui dit concentration des forces. Et si on n'arrive pas à concentrer ses forces, c'est le cas dans une bataille sur plusieurs fronts, c'est plus possible. Voilà. Maintenant, j'aimerais revenir sur. Pardon. Oui. Allez-y, je vous en prie, mon colonel. Quels sont les risques? J'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Martin. Il dit justement qu'il y a des mensonges. Puis, c'est pas la première personne qui le dit. Il y a Dominique de Villepin. Lui, il est encore plus dur puisqu'il dit que toutes les guerres ont commencé sur la base d'un mensonge. Alors, bien entendu, il a cité la guerre en Irak avec l'image de Colin Powell qu'il a fait passer non seulement pour un menteur, mais pour un simplet, alors que c'était un très bon officier. Alors, toutes les guerres ont été déclenchées. Je peux prendre un autre exemple, c'est celui de l'Ukraine. Les buts de la Russie, mais attention, parce que je sens que vous allez sauter contre moi. Je dis aussi que c'était un mensonge, puisqu'il disait qu'il voulait dénazifier. Il y avait en effet des nazis, il y a toujours des nazis. Il voulait démilitariser et puis il voulait neutraliser, c'est-à-dire faire en sorte que l'Ukraine reste neutre. Alors, s'il avait véritablement voulu viser ou atteindre ces 3 objectifs, je pense qu'il aurait dû mettre le paquet, ce qu'il n'a pas fait. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ce mensonge? C'est parce que s'il avait dit la vérité, à savoir qu'il voulait éviter ou empêcher un élargissement de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine, l'OTAN aurait dit, vous voyez, il est contre l'OTAN, donc on a le droit de combattre la Russie. Donc il aurait eu tous les éléments à ce moment-là. Mais il l'a dit, mon colonel, il a dit dans les premiers jours de la guerre, il a dit, nous ne vivrons pas avec un pistolet sur la tempe. Ça veut exactement dire ça. Voilà. Donc il l'a dit. Hein. Et puis il y a un autre, pour en revenir à l'histoire d'Israël, eh bien, moi je pense que il a dit, enfin, les Israéliens ont dit qu'ils voulaient mettre fin au programme nucléaire, ils voulaient mettre fin au programme balistique, et puis ils voulaient se débarrasser d'un régimonie. Il ne l'a pas dit clairement, mais c'était clair. Même si aujourd'hui ils dénoncent, non, c'est pas ça, on n'a jamais voulu de changement de régime. Ils l'ont dit. Mais la vérité, c'est qu'ils voulaient empêcher la reconnaissance d'un État palestinien. La France avait prévu de le reconnaître, cet État de Palestine. Et ça, c'est le moindre des problèmes pour Netanyahou. L'autre chose, c'était qu'il voulait absolument bâillonner l'opposition israélienne. Et puis, il y avait aussi tout le problème de la diaspora qui était en train de vaciller de l'autre côté, qui comprenait qu'on puisse s'offusquer de ce drame qui se passe à Gaza. Donc, il avait perdu la guerre de la communication, alors même qu'il gagnait la guerre à Gaza. Et puis, voilà, il a dû mentir. C'est tout le temps des mensonges. Quand on lance des guerres, on fait des mensonges. Je suis d'accord avec vous, mon général. Oui. Je suis d'accord avec vous, mon général. Oui. Oui. François Martin. Je peux faire un commentaire à ça? Oui, mais François Martin. Voilà. Vous pouvez même me contredire, hein, je n'ai rien contre le fait. Non, mais je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a un élément qu'il faut bien retenir et qui explique tout ce que vous dites. Je m'excuse. Il y a 40%. Pardon, je m'excuse. Surtout, beaucoup de monde demande votre réaction concernant ce retrait de projet français concernant la reconnaissance de l'État. Enfin, ça confirme que Macron n'a pas été crédible. Votre première lecture, ça a été que non, il n'ose pas, il n'a pas le courage. Et puis, vous avez changé le point de vue, etc. Non, je pense qu'il est sérieux. Et enfin,
rien de concret. Hein. Oui, alors bon, moi je vais clarifier là-dessus. Quand je vois qu'un chef d'État se lance dans un changement de politique avec la reconnaissance, j'applaudis des deux mains. Je ne suis pas en train de dire que je garantis qu'il va le faire. Oh là là, sûrement pas. Je sais très bien qui sont les politiques. Mais ceci dit, il faut encourager ce genre d'initiative. Alors ensuite, si le dirigeant cale, ben, on sait que c'est le roi du en même temps. Mais si tu veux, quand il y a une initiative qui est intéressante, qui est positive et qui est porteur d'espoir, moi j'ai toujours pensé que c'était grave de dire « Oh, ben de toute façon, elle n'a pas d'importance, il ne faut pas la considérer ». Il faut toujours la considérer quand elle va dans le bon sens. Alors après, si elle ne se fait pas, faut expliquer pourquoi. Et puis, si elle ne se fait pas, elle peut peut-être se faire ou plus tard ou d'une autre façon, etc. Donc, moi, j'ai constaté que je pense que Macron était relativement sincère au moment où il a dit ça, qu'il s'en fout pas complètement. Il a trouvé cette façon pour se remettre un peu dans le cadre français parce qu'il a remarqué que Dominique de Villepin était passé devant le maire du Havre en termes de personnalité politique préférée des Français. Donc, il a essayé. Bon, après, il a vu que Trump commençait à caler sur le dossier palestinien et il cale. À mon avis, il laisser des plumes parce que comme il avait annoncé cette conférence à corps et à cri, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir dire parce que si c'est pour faire une conférence avec l'Arabie Saoudite qui va avoir lieu dans quelques jours, je crois, pour dire ah ben finalement on est pour la création de l'État palestinien, mais peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, ça s'appelle un pétard mouillé. Donc, mais bon, on aurait pu penser qu'il pouvait aller au bout. Donc, ça valait la peine de le relever. Bon, c'est tout. Oui. Et je pense que c'est pas mort non plus. Alors, pour revenir à la guerre, moi, j'ai une idée depuis le début. D'abord, cette guerre entre la Russie, entre Israël et l'Iran, elle date depuis la création du régime des Mollahs. Enfin, elle est latente. Elle est encore plus latente depuis Netanyahou, qui rêve de faire tomber le régime depuis qu'il est en place. Donc, c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, on arrive, je dirais, à une situation qui s'appelle vider sa querelle. C'est-à-dire, il y a deux voisins qui se traitent de salauds, qui s'engueulent, qui se traitent de tous les noms chaque fois qu'ils sortent de chez eux. Et un jour, ils ont décidé de se retrouver dans la rue et puis de se foutre une bonne peignée, comme on dit. Ben, on va savoir. Au moins, ça va clarifier les choses. Et moi, mon sentiment, c'est que les Iraniens ont été beaucoup plus malins que ce que qu'ont pensé les Israéliens et les Occidentaux. Et j'ai l'impression qu'on voit se positionner d'une certaine façon ce qui s'est passé au début de la guerre d'Ukraine, où on disait oui, c'est des poivreaux, les Russes, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas ce qu'ils font nul. D'ailleurs, ils se sont fait casser la figure devant Kiev, etc., etc. Et puis on a vu au fur et à mesure que c'était pas vrai du tout. Et maintenant, si Trump est en train de chercher une paix séparée, c'est parce qu'il est vietnamisé. Et moi, je pense que les Iraniens ont fait la même chose, qu'on les a pris pour des crétins et qu'ils sont en train de vietnamiser l'Occident de la même façon que ce qui s'est passé en Ukraine. J'en veux pour preuve le fait qu'on s'est aperçu brutalement que, en fait, pas mal de systèmes de défense et probablement pas mal de systèmes également d'enrichissement, etc., étaient en fait des leurres. Donc, les Israéliens ont tiré sur des cibles. Ils ont 25, ça fait 25 ans qu'ils se préparent, les Iraniens, à une attaque de cette nature. Donc, ils ont tiré sur des leurres et on dit ils tiennent le ciel. Mais quel ciel ils tiennent dans un pays qui fait 1,5 million de kilomètres carrés? Je suis désolé, mais ça c'est de la propagande. C'est de la propagande. Et puis d'un autre côté,
on a vu répondre les Iraniens qui tapent, on a dit ils ont tapé sur les civils sur un hôpital. C'est pas simplement un hôpital, c'est un hôpital militaire où sont soignés les soldats qui reviennent de Gaza. Donc, c'est un signe politique en disant arrêtez de toucher les Gazaouis. Et ils ont tiré sur l'équivalent du Pentagone. Ils ont tiré sur la principale centrale électrique. Ils ont tiré sur le dépôt de carburant. Donc, on ne montre pas les images, mais moi, je les ai vues par ailleurs. Donc, aujourd'hui, je pense que ce combat est beaucoup plus équilibré que ce qu'on pensait au début. Et ce que je pense, moi, c'est que à un moment donné, les Israéliens ne sont pas construits pour faire des guerres de longue durée. Ils ne pourront pas envoyer des pilotes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire des missions tous les jours où ils doivent faire 2000 km dans un sens et retour, etc. En même temps, comme le dit le colonel, de tenir de Gaza. Je rappelle que 40% des conscrits aujourd'hui, qui sont ceux qu'on envoie essentiellement à Gaza, puisque l'autre guerre est une guerre de professionnels. En fait, il y a 2 armées. Il n'y a pas une armée de Sahel, il y en a 2. Mais les 40% des conscrits ne rejoignent pas leur base le samedi soir. 40%. Donc, c'est une armée qui se débande complètement. Et d'un autre côté, les Iraniens ont des dizaines et des dizaines de milliers de missiles. Ils en tirent, semble-t-il, une centaine par jour. Mais ils peuvent tirer comme ça pendant 3 mois, à 100 par jour. Comment Israël va tenir le coup? Donc, ça veut dire quoi? Et je vais terminer par là. Ça veut dire qu'au bout du compte, où il y aura une escalade, et à ce moment-là, ils diront à Trump, viens. Trump, il va, mais à ce moment-là, il perd tout le bénéfice de toute la politique qu'il a construite jusqu'à présent, où Trump dit, désolé, j'y vais pas, il faut causer. Et je remarque que les Iraniens ont déjà anticipé ça, puisqu'ils ont proposé aujourd'hui même de rencontrer le vice-président Vance, et ils ont même proposé d'aller à Washington pour le rencontrer, à la Maison-Blanche, pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Et Trump a dit oui, il faudrait d'abord oui, mais ça ne semble pas très pratique. Il faut d'abord qu'ils cèdent et qu'ils reconnaissent reconnaissent leur échec. Et ils ont répondu, ben ça, il n'en est pas question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la partie n'est pas pliée du tout, mais pas du tout. Et moi, je verrais assez bien que d'ici 1 semaine à 15 jours, quelque part, il y ait des signaux de Netanyahou et que quelque part, Vance accepte de recevoir le président ou le vice-président ou l'un des patrons de l'Iran, peut-être pas à la Maison-Blanche parce que ça serait un signe de reconnaissance qui serait trop fort, mais peut-être dans un endroit plus symbolique que le sultanat d'Oman, peut-être. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression de voir les Iraniens aux abois dans cette affaire. Pas du tout. Voilà, oui. Pas du tout. Voilà. Je pense qu'on a perdu le colonel Chollet. J'espère. Oui. Ça y est. Et il est de retour. On a craigné peut-être une drone ou quelque chose comme ça. Avant de changer vers la guerre en Ukraine, j'aimerais bien, mon colonel, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais juste, si vous permettez, j'aimerais relever 2 points importants. Tout d'abord, celui des missiles. J'écoutais hier BFM TV et tous les spécialistes qui étaient sur le studio nous disaient « Ah, les Iraniens, ils sont obligés d'envoyer plusieurs missiles et plusieurs drones en même temps parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à avoir la précision. » Et puis aujourd'hui, on apprend que si l'hôpital de Beersheva a été touché par un missile iranien, c'est parce que ce n'était pas un dommage collatéral, mais c'était au contraire, ça a été visé par les Iraniens. Vous voyez un petit peu comment se passe la communication. Hein? D'un jour à l'autre, on passe des tirs tout à fait imprécis des Iraniens, et aujourd'hui, ils sont très précis. C'est la raison pour laquelle ils ont touché cet hôpital militaire. Et puis, deuxième chose qui me semble importante, c'est nos 3 battants-guerre. Les 3 battants-guerre, c'est le président Macron, le Premier ministre Keir Starmer et puis le chancelier allemand Friedrich Merz. Ceux-là, ils poussent à la guerre
en Ukraine, et puis ils sont aujourd'hui, ou si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais je crois que c'était aujourd'hui qu'ils devaient se retrouver à Genève pour un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Vous voyez, ce sont les apôtres de la paix au Moyen-Orient et ce sont des va-t-en-guerre du côté ukrainien. Personnellement, je comprends la manœuvre, on calme la situation du côté de Gaza et puis de l'Iran, comme ça on va pouvoir véritablement continuer à armer de l'autre côté pour connaître enfin cette défaite qu'on nous promet depuis le 24 février 2022. Oui, oui. Oui, colonel, s'il vous plaît, avant de changer. Abdeljelil, un dernier point, dans le sens de ce que vous dites, mon colonel, le fait qu'aujourd'hui, on sait que la guerre d'Ukraine a complètement saturé les armes du point de vue occidental, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, ils n'ont plus d'armes, en fait. Donc, comment est-ce qu'ils vont deuxième front s'ils ne peuvent pas livrer d'armes? Voilà, c'est un problème, ça. On va finir. Colonel, s'il vous plaît, quels sont les risques d'un emplacement régional, voire mondial, lorsqu'on voit la réaction du Pakistan, la réaction de l'Irak, de la Turquie, plus, je n'ai même plus l'image. La Russie, la Chine. Il faudra peut-être reprendre la question. Oui. Ce risque d'un emplacement régional, voire mondial, l'impact sur la sécurité internationale, l'impact de cette confrontation entre Israël et l'Iran, lorsqu'on voit par exemple la réaction des Pakistanais, des Turcs, la réaction russe, la réaction chinoise et tout. Il faudrait juste reprendre la question parce que j'ai eu des bribes. Oui, et il y a maintenant cette confrontation, elle aura des risques sur la sécurité internationale ou non, dans la région, par exemple? Je pense que si les Américains calment la situation, comme je l'espère, pour tout le monde d'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas de grande conflagration. Par contre, puisqu'on est actuellement sur une ligne de crête, tant que Trump n'a pas maîtrisé la situation et ne sait pas encore ce qu'il veut faire, s'il tombe de l'autre côté, je pense que ça va. Je pense que Poutine risque de pousser ses pions un peu plus loin, de façon à véritablement faire trembler toute la région, c'est-à-dire non seulement l'Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, parce que ça ne peut pas bien tourner. Quant à la Chine, elle attendra, si elle est touchée, si la Russie est touchée, je pense à ce moment-là que la Chine entrera en jeu. Mais je voulais, pour moi, la Chine, c'est un pays qui est très patient. Les Chinois, les Asiatiques sont très patients. Je ne veux pas revenir sur une célèbre devise qui m'avait été citée par un colonel supérieur chinois qui était avec moi à Rome, mais ce sont des gens très patients. Ils ont un objectif, ils s'y tiennent, ils ont des principes, ils s'y tiennent, contrairement aux Américains qui sont très versatiles. Ils vont essayer de durer jusqu'au moment où ils prendront Taïwan, parce que moi, je reste convaincu qu'ils finiront par prendre Taïwan. Oui. Ce n'est pas de manière pacifique, ce sera autrement. Même question. Voilà. Même question. Alors, je pense que la Chine va pousser la Russie à semer un petit peu de désordre. Oui. Même question, François, même question. Alors, moi, je répondrais, comme a dit le colonel, qu'il y a deux pays qui sont extrêmement patients, c'est les Chinois et les Russes. Il y en a un troisième qui est extrêmement patient, c'est l'Iran. C'est les rois des échecs, c'est les rois de la diplomatie, c'est les rois de l'attente. Voilà. Et moi, j'ai été extrêmement étonné de la réponse de Poutine au bombardement et à l'attaque intempestive et directe d'Israël sur l'Iran, qui a dit
Ah oui, mais il faut qu'on parle au président iranien, il faut qu'on parle à Netanyahou. Enfin, si ça s'appelle pas une réponse d'attente où j'avance mon pion et je regarde ce qui va se passer, je sais pas ce que c'est. Donc, ça me paraît parfaitement le même genre de stratégie de vietnamisation qu'ils ont fait en Ukraine, où ils ont rentré 130 000 soldats au début pour essayer de négocier un Minsk 3 qui n'est jamais arrivé. Et moi, je vois les Chinois pareil, mais je ne vois ça que comme une réponse d'attente, parce que je ne les imagine pas, comme disent certains analystes, en train de lâcher leur soutien iranien, alors que la Russie a un énorme projet qui s'appelle le couloir nord-sud, qui vise à envoyer des marchandises depuis la Baltique jusqu'à Bandar Abbas par la route et par les gazoducs, et que d'autre part, 90% du pétrole iranien aujourd'hui est livré à la Chine. Donc la Russie et la Chine sont évidemment derrière. S'ils permettent que le régime tombe et que, à Dieu ne plaise, ça soit un régime pro-américain, enfin vraiment stupide, pour envisager que les Iraniens vont accueillir avec des fleurs les Israéliens qui vont venir leur dire, bah, écoutez, voilà le retour du Shah et votre prochain président, c'est Donald Trump. Enfin, ça tient pas la route. Donc, j'imagine pas du tout une seconde, mais pas une seconde, ni que la Russie va lâcher, ni que la Chine va lâcher, ni que l'Inde va lâcher, ni que le Pakistan va lâcher. Donc, Trump va se retrouver en face de ça, en train de se dire, est-ce que je veux vraiment un embrasement mondial? À mon avis, il y a des chances pour qu'il cale. Voilà. On va voir, mais on va observer ce qui se passe. Mais je pense que si le bras de fer équilibré se poursuit encore pendant une semaine ou 2 semaines, on va voir des signes de proposition de désescalade de la part des Israéliens. Les chefs de l'armée vont aller voir Bibi en disant, écoute, t'as essayé Gaza, t'as raté ton coup. Ils sont encore là après 18 mois. T'as essayé partout, t'as raté ton coup. Maintenant, les Américains se sont mis en accord avec les Houthis. Ils ont commencé, ils sont en train de finaliser un accord avec les Iraniens. Tu crois pas que ça suffit, quoi? Si tu veux sauver ta place, il faut discuter. Et à ce moment-là, on va revenir à des niveaux. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes des deux pays qui anticipent une possible désescalade. C'est ça ce que je pense. Voilà c'est ça que je pense. Donc, c'est ça que j'ai dit au début de l'interview, je suis plutôt optimiste. Voilà, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Colonel Chori, en arrivant à la situation en Ukraine, en est-il le conflit en Ukraine aujourd'hui, militairement parlant, la situation militaire, parce qu'on n'entend pas assez d'informations. Il y a beaucoup des informations, c'est sûr, mais la réalité sur terrain, hein, il y a beaucoup de concentration aussi sur le Moyen-Orient. Alors, je me permets de citer le général français Henri Bantéja qui disait que les deux mots de notre époque, c'est l'émotionnel et l'impatience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les esprits sont tournés du côté du Moyen-Orient, et puis il faut réagir vite. Ça, c'est l'émotionnel et l'impatience. Et puis pour ce qui est de l'Ukraine, parce qu'on oublie, c'est bien puisque maintenant on a M. Zelensky que j'ai trouvé particulièrement soucieux ces jours. Je n'ai pas l'impression qu'après avoir quitté ce G7, il était très heureux de ce qui a été raconté ou du peu d'attention qu'on lui a offert. Ça, c'est mon avis personnel. Et je pense que les Russes continuent à avancer. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous citer BFM TV parce que c'est toujours, oui, ils ne font que grignoter, les Russes ne font que grignoter. Vous savez, la Crimée, c'est une chose qui est déjà vendue. J'ai un de mes anciens subordonnés qui est allé en Crimée, il m'a montré l'état de la Crimée.
elle n'a plus rien d'ukrainien, même si cet ancien subordonné est plutôt pro-ukrainien. Il m'a dit, tu sais, les Ukrainiens ne vont pas remettre un pied là-dessus, il n'y a plus que des Russes, ils viennent passer des vacances, il y a ceux qui y vivent et ceux qui y passent des vacances. Bon, et puis ensuite, quand vous regardez la grande frontière, parce que je l'ai dit lors d'une interview, la guerre, c'est d'abord de la géographie, enfin pour un militaire, c'est de la géographie. Eh bien, quand vous regardez le Dniepr, c'est véritablement la frontière. Je ne sais pas ce qu'ils veulent tenir, là, les Ukrainiens. Ils sont encore face au fleuve. Ils sont pris entre le fleuve et puis les Russes. Ils ont meilleur temps de lâcher ces 4 oblasts et puis de se déclarer neutre. Voilà. Mais je pense que quand on regarde aussi ce qui se passe dans la poussée au nord, eh bien, les Russes continuent à avancer, même si c'est des grignotages, parce qu'on voit plus tellement, moi je ne vois plus tellement de cartes, mais les Russes avancent. Voilà. Oui. François, l'Occident a-t-il encore une stratégie claire Je dans... voudrais avoir l'avis de M. Martin. Ça m'aurait fait plaisir. Quitte à ce qu'il me contredise, je me répète. Je vais vous dire ce que je pense. Oui. Je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense qu'on regarde trop aujourd'hui la logique politique sur le conflit ukrainien et qu'on ne regarde pas assez la logique économico-mafieuse, tout simplement. Je pense que tout le monde sait que c'est plié sur le plan militaire depuis très longtemps. Voilà. Le problème, c'est que lorsque ces gens-là détournent, comment il s'appelle, Zelensky derrière, j'ai vu une photo derrière son palais, il y a une petite boutique où il y a écrit Zelensky and Friends, dealers in all kinds of goods and services. Alors, je plaisante un peu, mais en fait, c'est ça. S'ils détournent la moitié, tant que les Américains payent, c'est très bon. Et puis, quand les Américains ne payent plus, à ce moment-là, il faut que les Européens continuent à payer. Puis, le jour où on ferme le robinet, ce jour-là, les oligarques amis de Zelensky, ils viendront voir Poutine en lui disant, bon, Zelensky, tu le veux dans une mallette, tu le veux vivant ou tu le veux mort? Et puis, ça sera bouclé en 24 heures. Voilà, ça sera très simple. Mais pour l'instant, ils ont tous de l'argent à gagner en plumant le pigeon occidental, ben, ils continuent à le faire jusqu'à temps. Et puis, s'ils peuvent trouver une argutie pour que ça dure encore 3 mois de plus ou 6 mois de plus, ils vont continuer. Le pays importe peu, la guerre importe peu, la politique importe peu, la géopolitique importe peu. La seule chose qui compte, c'est que la soupe continue à être servie par les imbéciles d'occidentaux le plus longtemps possible. Si on regarde les choses comme ça, ce qu'ils font a une logique, et ce que fait Zelensky a une logique, sinon on n'en a pas. Et l'autre façon, c'est comme Zelensky est quelqu'un d'assez peu fiable et assez malin, je pense qu'un des risques, c'est d'avoir une transformation de la guerre, d'une guerre militaire, en ce qu'on appelle une guerre sale, c'est-à-dire une guerre où tous les coups sont permis, où on va faire sauter des trains, où on va assassiner les personnes à l'étranger, on va faire tomber les gens du 54e étage de leur balcon, etc. On va aller petit à petit dans ce genre de truc, histoire de prolonger, parce que, comme je dis toujours, la guerre, ça appauvrit 95%, 98% des gens, et il y a 2% des gens ou 5% des gens qui font fortune, et c'est ces gens-là qui sont au pouvoir. Donc, voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut regarder pour comprendre. Voilà. Alors, je vais confirmer ce que vous dites par rapport à mon avis. Moi, je dis salus est in fuga. Le salut est dans la fuite. Et ça vaut tant pour Benjamin Netanyahou que pour Zelensky. Oui, c'est-à-dire qu'ils restent en vie et ils continuent à gagner leur argent tant qu'ils partent, ils poussent en avant. Dès le moment où le conflit s'arrêtera, le peuple va commencer à réclamer des comptes, à l'un comme à l'autre. Je le crois absolument. Et je le crois d'autant plus en Israël que jusqu'à présent, les peuples israéliens étaient d'une certaine façon assez schizophrènes dans la mesure où il était d'accord pour qu'on tue tous les Gazaouis jusqu'au dernier, mais ils ne considéraient pas comme normal qu'eux payent les conséquences de cette guerre. À partir du moment où ils vont recevoir un certain nombre de bombes dessus, ils vont se dire, finalement, la guerre, c'est pas si bien que ça. Donc, ça va changer la mentalité et à mon avis, ça va changer assez vite. Voilà. Donc, je partage ce que vous dites.
François Martin, l'Occident a-t-il encore Merci. une stratégie l'Occident a-t-il encore une stratégie claire dans ce conflit ou il va continuer à être une machine de guerre? Alors, je réponds, il faut que tu précises quand tu dis l'Occident pour savoir de qui tu parles. Parce que si tu parles des Américains, en ce qui concerne, on parle bien L'Europe de, et les Américains. L'Europe et on les parle bien de Américains. l'Ukraine, on parle bien de l'Ukraine là dans ce cas-là. Oui, oui, Bon, oui, bien sûr. en ce qui concerne l'Ukraine, pour moi, les Américains ont une position assez claire. Ils ont, depuis le début, ils ont fait leur manœuvre d'encerclement, ils se sont rapprochés des Russes, ils ont marginalisé petit à petit les Ukrainiens. Maintenant, ils ont suspendu l'aide. Et à un moment donné, ils vont dire, c'est pas notre guerre, on arrête. Donc, à mon avis, les Américains ont une réponse qui est tout à fait claire, et c'est celle qu'ils sont en train de vouloir appliquer à Gaza et qu'ils n'ont pas, par rapport à l'Iran, mais ils n'ont pas réussi parce que, encore une fois, Netanyahou essaye de briser l'enfermement diplomatique que Trump est en train d'essayer de lui infliger, c'est ça. Mais donc, les États-Unis ont pour moi une stratégie très claire en ce qui concerne l'Ukraine, et les Européens ont une stratégie qui est tout aussi claire. Tout aussi clair. Eux, ils considèrent qu'ils sont dans une guerre des démocrates contre les conservateurs aux États-Unis. Et que cette guerre, c'est la première étape, ça a été la prise de pouvoir de Trump, mais pas du tout la victoire finale. Donc simplement, eux, ils sont la base avancée des adversaires politiques de Trump et ils se disent, on va lui mettre tous les croche-pattes possibles et imaginables, on va faire en sorte qu'il perde les midterms, qu'il casse la figure, et puis reviendra ensuite ou Kamala, ou Hunter Biden, ou Madame Clinton, ou Madame, comment elle s'appelle, Madame Obama, que sais-je, n'importe qui, mais on recommencera les bonnes vieilles affaires d'autrefois avec un imbécile à la tête et puis l'État profond qui le dirigera de fond en comble, et on continuera à faire des guerres partout sur la planète et on fera plein d'argent et voilà, et on implantera la gay pride dans tous les pays où on pourra. C'est simplement, ils ont pris fait et cause pour les démocrates, ils ont considéré que la guerre n'était pas finie, la guerre politique aux États-Unis, et ils ont raison de penser ça. Leur analyse est bonne. Je pense, j'espère qu'ils perdront, mais voilà. Colonel Cholet, comment vous expliquez en tant que Suisse, en tant que citoyen suisse, d'abord, et vous êtes fier, je sais, par votre appartenance nationale, la Suisse a suivi la même position que l'Europe, que les États-Unis, soit pour l'Ukraine, soit pour Gaza. La Suisse a perdu beaucoup de crédibilité. La neutralité suisse pour une grande majorité de la population a été violée, détournée par ce Conseil fédéral. Comment vous pouvez nous expliquer ce déclin moral et éthique au niveau de la diplomatie suisse? On a commencé avec l'Ukraine et Gaza et l'Iran viennent pour confirmer ce déclin. La plupart de mes amis me disent que c'est en fait par peur. Moi, je pense plutôt que c'est suite à des menaces. Parce que l'ancienne chef du département, je vais dire le terme court, le département de la défense, même si ce n'est pas son nom officiel. Son nom officiel, c'est le département de la défense, de la protection de la population et des sports. Alors, c'est clair que les gens qui prennent ce département, ils préfèrent s'occuper de sport, qu'on peut voyager, c'est fantastique. Donc, ce cynisme, je vais arrêter un peu l'ironie, mais je vais vous dire que véritablement, quand j'ai vu Mme Viola Amerd être invitée, entre guillemets, être invitée à Washington et être invitée de nouveau, entre guillemets, au siège de l'OTAN, elle a été invitée justement par l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui s'est retrouvé à un beau poste maintenant d'ailleurs de ministre. Je pense qu'on lui a fait comprendre, c'est ou bien elle jouait la musique voulue par le reste de l'Europe, voire par les États-Unis, soit elle serait mise au banc de la société mondiale. Alors
on lui a, vous savez, il y a aussi une personne que j'apprécie beaucoup par ses exposés, c'est Claude Janvier. Bien entendu, quand vous dites Claude Janvier, on vous dit « Ah, c'est un complotiste ». Tous ceux qui ne pensent pas comme LCI ou BFM TV sont des complotistes. Dès que vous osez... Excellent ami à moi, mon colonel. Ah, bien alors, voilà. Eh bien, lui parle justement de cette... il parle de l'oligarchie... mondialiste. Il a un terme, l'oligarchie internationale apatride, financière internationale apatride. Voilà ce qu'il dit. Je vois, donc c'est important tout ceci, quoi. Donc, eux, la Suisse, elle a peur de perdre ses investissements à l'étranger. Ça, c'est ce que pensent mes amis. Ils disent c'est simplement la peur de perdre des investissements, peur de ne plus pouvoir commercer avec les États-Unis ou avec d'autres États, parce que la guerre du droit, les Américains sont doués dans cette guerre du droit. Donc, eux pensent que c'est la peur. Moi, je pense qu'il n'y a pas de peur. Je pense au contraire qu'il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces qui ont été formulées à Washington par la secrétaire à l'époque, le bras droit je sais plus, du ministre de la Défense. Et puis, on lui a proféré, et puis Jens Stoltenberg lui a proféré des menaces. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais moi, je penche plutôt sur la menace. Et puis, écoutez, quand vous regardez un petit peu ce qui se prépare avec les accords bilatéraux qu'on a déjà signés, mais qu'on devrait ratifier, enfin, les Suisses, sur lesquels les Suisses devront voter, il y a bien entendu ceux qui sautent comme des cabris. Ah, on pourra continuer à commercer, à faire des choses avec l'Union européenne, c'est génial. Et puis qui se félicitent justement du fait qu'on ait suivi ces sanctions économiques imposées par l'Union européenne. Mais ils en sont tellement fiers en Suisse d'avoir suivi ces sanctions économiques. Comme je l'ai déjà dit, on a une conseillère nationale, c'est-à-dire une députée, si je peux reprendre un terme plus français, qui disait oui, nous avons très rapidement accepté d'imposer des sanctions économiques votées par l'ONU. Quand j'ai vu cet article, je ne veux pas le citer parce que monsieur Martin Dari connaît le journal, mais pas vous, monsieur Martin. Eh bien, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand vous savez que les politiques, en tout cas chez nous, c'est comme ça, ils se font dresser la liste des questions qui leur seront posées. Une fois qu'ils ont passé l'interview, ils demandent à pouvoir relire le script pour qu'il n'y ait pas de faute, pour pas qu'on puisse les prendre à défaut. Donc, cette dame, cette députée qui était aussi à l'Assemblée plénière de l'OTAN, il y en a 5, il y a 5 représentants suisses à l'Assemblée plénière. Comme vous savez qu'il y en a 36, je crois 38 pour les États-Unis de place cette Assemblée plénière. Alors non, elle nous dit, oui, nous avons très, très rapidement accepté les économiques imposées par l'ONU. Est-ce qu'elle sait qui est au Conseil de sécurité? Est-ce qu'elle sait, cette dame, il faut absolument l'accord du Conseil de sécurité sans veto pour qu'il y ait des mesures contraignantes? Non, elle n'est pas bête, je vous le dis tout de suite. Elle est avocate de formation. Elle n'est pas bête. Simplement, elle a menti. Elle a menti parce qu'elle n'ose pas assumer les conséquences des décisions qui ont été prises. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que ça commence, ce sujet un peu m'énerve. Voilà. François Martin. Mais je suis très pessimiste. Je l'ai dit au début de mon exposé, contrairement à la situation mondiale, qui est de la situation. Oui. François Martin, peut-on faire des parallèles historiques avec les années 30, cette ambiance qui règne actuellement? Non, je ne pense pas. C'est pas du tout le même genre de choses.
Là, il y avait la Russie soviétique à l'époque, il y avait la montée en puissance de l'Allemagne et puis la montée des États-Unis de l'autre côté. On n'est pas du tout dans le même système, on est dans un système qui est un système multipolaire, avec un Sud qui prend de plus en plus d'importance et une velléité, je dirais, de colonisatrice de la part du monde occidental, qui a pris un coup au moment de la victoire de Trump, qui lui s'est affirmé comme étant partisan d'un système tripartite avec les États-Unis, la Russie et la Chine, donc il a enterré officiellement la doctrine Brzezinski de l'hégémonie américaine, et où à l'intérieur de son propre système, il y a des forces qui restent accrochées au système ancien néocolonialiste, mondialiste et atlantiste, qui continue à pousser et qui l'empêche actuellement de développer toute sa politique. Mais je dirais que on est encore au début de soubresaut dans un chaos du monde, mais on n'est pas du tout, dans le système des années 30, qui était déjà extrêmement clair avec le système américain d'un côté, le monde soviétique de l'autre, et puis l'Allemagne entre les deux. On n'est plus du tout là-dedans. Le système dans lequel on est, il est très clair. Il est compliqué parce que les mouvements sont un peu erratiques à l'intérieur, mais la façon, je dirais, pour le dire très simplement, le poids politique, c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre l'Ukraine, un basculement du monde. Le basculement du monde du Sud et de sa prise de force de plus en plus empêche le Nord désormais de développer ses stratégies de conquête tant au niveau de la Russie qu'au niveau de l'Iran, par l'intermédiaire de ses proxys. Donc, si le Nord veut rester dans le système et ne pas créer un système de séparation dans lequel il sera perdant et ensuite il sera en faillite, parce que les autres développeront leur monnaie, leur économie, etc., il doit se métamorphoser en un système, je dirais, diplomatique et commercial. Et c'est ça que Trump essaye de faire assez maladroitement par moment et avec réussite par d'autres. Donc, le mouvement du monde, pour moi, il est finalement assez facile à comprendre. Alors ensuite, que ça se fasse avec des soubresauts, Netanyahou d'un côté, Zelensky de l'autre, bien sûr, ça c'est tout à fait logique, mais on sait, à mon avis, globalement où on va, hein. Sauf si Trump se plante magistralement, que les néoconservateurs reprennent le pouvoir et que demain, ils se disent on recommence comme autrefois. Si on fait ça comme le Sud ne l'acceptera pas, là, on sera dans une conflagration mondiale, c'est clair. Parce que le Sud n'acceptera plus la domination du Nord. Mais je ne dirais pas que cette stratégie-là est une stratégie que je pense qui a des chances majoritaires de réussir. Je le pense pas. Je pense qu'il y a une solution dans les deux guerres, je pense. Colonel Chollet, j'aimerais bien clôturer avec vous. Depuis une année, vous insistez que votre optimisme résiste malgré ce tableau sombre. Est-ce que vous êtes toujours optimiste avec cette situation chaotique et choquante pour l'humanité? Je viens d'écouter M. Martin, il me conforte dans cet optimisme. Voilà. Et il a dit le seul problème, c'est si Trump veut absolument soutenir cette action d'Israël, le reste, parce qu'on dit toujours the West versus the rest, eh bien the rest n'acceptera pas. Voilà, oui. Et là, ce sera une conflagration mondiale. Bien sûr, c'est clair. C'est clair. Hein.
Merci. Merci infiniment à nos deux invités pour leur analyse. Je tiens juste à préciser que j'ai lu ce livre de M. Martin. Merci. Beaucoup apprécié d'ailleurs. Lequel, le premier ou le deuxième? Le basculement du monde. Ah oui, c'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Quel était le deuxième? C'est quoi le deuxième? Il s'appelle Le temps des fractures. Ah, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, c'est malheureusement, mais ça va se faire. Non. Demain, je vous envoie ça. Demain, monsieur le colonel. C'est fantastique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à nous, aux deux invités, le colonel Je Cholet. prépare le troisième, là. Comment ça se Chaque voyage en Espagne, tu amènes quelque chose. Voilà, c'est ça, exactement. Comme trop de janvier, ces gens n'arrêtent pas. Ces gens n'arrêtent pas. Il faudrait peut-être que je me mette à écrire avec monsieur Martin. Oui, avec plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, la situation internationale est extrêmement grave, mais comprendre, c'est déjà commencer à agir. Restons lucides, informés et engagés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce live, à commenter vos réflexions et à soutenir notre chaîne Espoir et Dignité. Merci infiniment pour nos téléspectateurs sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ensemble, tenons bon dans ce tumulte mondial et à très bientôt. Merci beaucoup. Auf Wiedersehen, colonel. Merci à vous. Merci à vous deux. Ça fut un honneur et un plaisir. Colonel, ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci. Au revoir. Moi. Merci. Au revoir.